Exactement. Bienvenue à toutes et à tous. On a voulu faire un format très informel, c'est la raison pour laquelle on n'a pas mis de chaise cette fois-ci. On a fait d'autres conversations ou d'autres présentations dans le passé où c'était un peu plus formel. Et là, on s'est dit que c'était tellement un sujet qui nous animait, la matérialité en photographie. On a voulu privilégier l'aspect conversationnel plutôt qu'un format plus formel, disons, assis. Mais voilà. Mais sinon, évidemment, ça n'influe en rien sur le contenu et sur la qualité du contenu, j'espère. Donc, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent. Cette conversation, elle a été initiée en fait par Jean-Christophe Béchet, que j'ai le bonheur de vous présenter, qui a fait un livre notamment sur cette question-là. Et dans ce livre, invité Héloïse Conesa, ici présente, en charge de la conservation à la BNF, et lui a posé un certain nombre de questions sur cette question de la matérialité en photographie. Il a fait de même avec moi. Ces deux entretiens ont été reproduits dans son livre, en postface de son livre. Et donc Jean-Christophe ensuite s'est dit que ce serait intéressant de poursuivre cet entretien, de poursuivre cet échange en live, comme on dit en anglais. Et donc on a répondu présent, Héloïse et moi. Et voilà pourquoi vous êtes ici ce soir. Déjà, merci de m'accueillir et puis d'être là, parce que c'est un grand plaisir, un honneur de vous avoir. Déjà dans le livre, donc en fait, ce livre, il est un peu pour moi la suite d'un parcours. Ceux qui ont suivi un peu ce que j'ai fait en 2006, j'avais fait un livre sur les amorces de films, les débuts de films. C'est un livre qu'on avait sorti avec mon éditeur de l'époque sur 3 papiers différents. L'idée, c'était un peu de parler du hasard, des accidents, de la photographie argentique. Et j'avais assez peur à ce moment-là, c'était le passage au numérique. Qu'avec le numérique, on perde quelque chose de ce côté artisanal de la photographie, qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, borné, de quelque chose beaucoup plus oui ou non, puisque c'est assez binaire, le numérique. En 2013, ensuite, j'ai été invité aux Rencontres d'Arles pour montrer un travail qui prolongeait un peu ça, mais qui était encore largement à base d'argentique, puisque les photographes souvent montrent ce qu'ils ont fait des années avant, donc le temps qu'on produisait en même temps, je commençais à produire du numérique et à avoir aussi un intérêt pour la matérialité propre au numérique. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, le numérique, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens dans les débats, ce qui est vrai aussi, mais qu'en fait, pour moi, et je pense pour beaucoup de photographes, et presque la plupart des photographes qu'on va appeler auteurs ou artistes, enfin le mot qu'on veut, ça a rematérialisé la photo. Donc ici, je pense qu'il y a beaucoup de photographes, ils le savent tous. En fait, le numérique nous a offert de nouveaux supports, de nouveaux papiers, des capacités d'impression, surtout en couleurs complètement différentes, voire même, si on regarde bien, ce que ne savent pas beaucoup de gens extérieurs, c'est que c'est grâce au numérique que les procédés anciens ont pu revenir, puisqu'on passe souvent par un négatif numérique, enfin un tirage numérique, en gros, sur transparent, avant de faire du tirage platine-palladium, par exemple. Et s'il n'y avait pas le numérique, même les procédés anciens auraient eu plus du mal à redémarrer. Donc il y avait déjà cette idée que le numérique, en fait, je m'étais trompé aussi, et que ça avait en fait apporté beaucoup plus de matérialité. Et j'ai fait une conférence une fois à Châlons en disant que le numérique, c'est une révolution du papier. Ce n'était pas du tout un paradoxe pour moi, ça a ouvert plein de papiers, ça a fait... Voilà. Et j'ai vu arriver aussi, en même temps, quelque chose d'autre qui est le livre numérique. Quelqu'un qui fait des livres, j'aime beaucoup le livre en photo, là aussi c'est assez fréquent, mais c'est vrai que j'ai une pratique du livre assez développée. Donc tout ça, ça a fait que j'ai vu aussi arriver le livre numérique, comme son nom l'indique, c'est une impression numérique, mais sur du papier, et qui s'est extrêmement développée. Donc en fait, l'idée du livre au départ, c'était déjà de montrer que la photographie, avec le numérique, avait repris une matérialité différente, et que j'avais des accidents, que j'avais des essais, des expérimentations. En parallèle, c'est vrai que je connais Héloïse et Thierry depuis quelques années, pour la vie photographique. Pour moi, la BNF est très importante, parce que si personnellement, j'ai bien connu quelqu'un qui était à la BNF avant. Après, mon premier rendez-vous a été avec Jean-Claude Lemagny, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était un personnage extraordinaire. On lui écrivait, on ne pouvait même pas lui téléphoner pour prendre rendez-vous, il fallait lui écrire par la poste. Et il nous répondait par la poste: « Cher monsieur, est-ce que vous pourriez bien venir mardi à 16h ?» Du coup, le rendez-vous était vraiment solennel. Et c'était quelqu'un qui a beaucoup défendu la matière. Voilà. Après, c'est Anne Birolo qui a pris la suite. Puis Héloïse et moi, j'ai continué une relation avec la BNF qui, pour moi, est très important que mes photos soient dans une collection comme celle de la BNF, qui est une collection incroyable et qu'on voit en ce moment sur les expositions. Et puis Thierry, on s'est connus un peu par hasard dans une autre vie, plus ou moins, et puis après avec la première galerie, et puis on a souvent parti dans des discussions qui n'en finissaient plus. Des débats houleux. Des débats houleux, on n'était pas toujours d'accord, mais toujours passionnés, et puis on aimait bien discuter, je crois. Voilà, et donc je me suis dit, au moment de faire ce livre, l'idéal, ça serait d'avoir ces deux personnes, parce que du coup, entre-temps,
l'actualité a fait que Héloïse a monté une exposition, dont elle parlera un peu après, mais que vous pouvez tous connaître, qui s'appelle L'épreuve de la matière, à la BNF en ce moment, BNF François Mitterrand, et que Thierry est passé d'une première galerie à ce magnifique espace, et qu'à mon sens, il est parti de plus en plus dans une direction d'une photographie qui fait appel à la matière. Alors, qu'est-ce que la matière? C'est un peu ça, peut-être qu'on va parler. Mais le premier aspect que moi j'avais évoqué, c'était de dire que du fait de cette matérialisation par le numérique, la photographie était, à mon sens, il fallait un peu la sortir de l'image et plus la concevoir comme un objet. Et je crois qu'ici, on en a une preuve, c'est-à-dire que ce n'est pas des images qu'on a au mur, c'est des objets, et que le tirage, par son format, par son encadrement, par sa texture, et le livre aussi, sont des objets, quoi. Donc voilà, c'est un peu la présentation que je pouvais faire et pourquoi je suis là entouré de ces deux personnes que j'apprécie beaucoup et qui sont vraiment pour moi importantes qu'ils m'aient suivi dans cette aventure, parce qu'au départ, c'est vrai que c'est un peu étrange de faire un livre comme celui que vous avez, enfin, si vous ne l'avez pas encore vu, qui est basé sur une espèce d'exploration des procédés photographiques à travers des accidents, des erreurs, des expérimentations, mais toujours pour essayer de montrer que ce n'est pas l'image qui compte, mais la façon dont elle est traduite en langage photographique, c'est-à-dire pour moi avec une forme de papier, de support et de format et de présentation physique. Le livre s'appelle Sauvage Matérialité parce que bon, il est édité chez Loco, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous dit bonjour. Éric Cassé, qui est très présent avec moi dans ce travail. En fait, j'ai imprimé un livre au Portugal avec lui sur l'Europe. Et alors, c'est un peu compliqué l'histoire, hein, donc je la raconte quand même en entier parce qu'elle est assez incroyable. Et en faisant mon livre sur l'Europe, qui s'appelle European Puzzle, j'avais revu le livre de Cartier-Bresson sur les Européens et la couverture avait été faite par Miro. Et je disais quand même, alors il avait quand même beaucoup de chance, Cartier-Bresson, d'avoir dans un de ses livres Matisse pour la couve, dans l'autre Miro, même s'il le méritait, mais quand même c'est pas mal. Et donc j'avais plaisanté avec Éric en disant, ouais, il faudrait qu'on trouve notre Miro. Et puis bon, évidemment, on n'a pas trouvé, on n'a pas vraiment cherché. Et puis j'imprime mon livre, et quand on imprime mon livre, on lance l'impression sur du papier, qu'on appelle les macules, en fait, du papier d'un livre précédent, et c'était un livre consacré à Miro. Donc je vois sortir pour lancer l'encre mes photos en surimpression de dessins de Miro. Donc déjà, c'était une coïncidence, et en plus, je vois arriver à un moment sortir ça avec une feuille où il y a marqué « Sauvage Matérialité » en portugais et en anglais. Donc le titre est sorti de la machine parce que c'était un titre du précédent livre sur Miro. Donc je me suis dit, c'est un signe, il faut absolument que je fasse un livre qui s'appelle « Sauvage Matérialité ». Et ça a commencé comme ça. C'est un peu ces histoires de hasard aussi, parce que dans la photographie, j'aime bien cette idée. Bon, là, en argentique, on avait des surprises des fois au développement, des fois on développait trop, des fois c'était voilé. Et l'histoire de la photo est basée d'accidents heureux. On ne va pas revenir aux histoires de Man Ray et autres. Et donc là, j'avais un livre qui s'imposait par lui-même avec ce titre. Et donc ensuite, j'ai continué à essayer de travailler autour de ça, en montrant régulièrement des photos à Héloïse pour voir si j'allais pas trop n'importe où. Donc en fait, je parlais des macules d'imprimerie, c'est ça, voilà, en fait. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, là, on s'est amusé à prendre une macule d'imprimerie pour le mettre en plus dans le livre. Et de l'autre côté, c'est les légendes. Et macule, donc c'est ce papier qu'on met au début pour lancer l'encre. Il y a bien une centaine de feuilles qui doivent être lancées avant que l'encre soit bien répartie pour faire le livre. Et donc, ça fait des superpositions. Donc là, on s'est amusé à superposer. Et tu ne vas pas n'importe où, puisqu'on a, pour l'exposition Épreuve de la matière, donc, dont tu fais partie, aussi, autant que Morvaride, qui est présenté ici dans la Galerie Biguignon. Et donc, pour Épreuve de la matière, on a choisi 3 tirages qui correspondent à 3 moments de ce qu'on pourrait appeler la cuisine du laboratoire, le travail sur les bouts d'essai, ici, avec cette porte du Wyoming, le travail de retouche à l'encre de Chine. Et puis, enfin, tu évoquais la question des amorces, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a la question de l'accident aussi qui est très importante dans ton travail. Et donc, un accident de chimie qui est particulièrement impressionnant. Qui a créé une éruption. Une éruption volcanique. Dans le Mercantour. Dans le Mercantour, voilà. Bien connu pour ses paysages volcaniques. C'est l'idée aussi que la chimie est agissante comme l'encre et que ce n'est pas juste une reproduction plate de ce qu'on voit. On est tous convaincus, mais c'est vrai que je trouvais que c'était important parce que souvent je vois beaucoup de gens qui, dans la photographie en général, hein, pas dans la photographie artistique, mais qui s'arrêtent avant de vraiment consacrer du temps au tirage. Où, voilà, on est beaucoup dans des images projetées, dans des images, on voit beaucoup d'images sur les
partout. Et moi, j'avais envie que la photographie, j'ai très envie que la photographie se détache un peu de l'image, ce qui n'est pas forcément le cas de Thierry dans un certain cas, parce que lui, il est assez intéressé par l'image aussi. Moi, tout m'intéresse. Tout intéresse. Donc le débat, c'était un peu ça, c'est cette photographie contemporaine qui est assez particulière, parce qu'en fait, elle va jusqu'à... Maintenant, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais il y avait déjà eu des photographes qui avaient créé des images à travers des jeux vidéo, enfin voilà, complètement. Et on voit encore dans des expos, comme à Paris Photo, des daguerréotypes. Donc on a un écart de technologie qui est absolument phénoménal et qui est pour moi un peu, qui est quand même assez nouveau, parce que quand j'ai commencé la photo, on n'était pas du tout dans un tel éventail de possibilités. Alors je suis un peu âgé maintenant, mais quand même, ça s'est vraiment accéléré. Donc la photographie, c'est le même mot, et c'est un mot qui lit tout et un peu n'importe quoi. Donc l'idée, c'était aussi de la remettre dans ce contexte-là, qui est celle, pour moi en tout cas, de l'objet du tirage. J'ai coutume de dire, pour moi en tout cas, que c'est le papier qui donne sa valeur à la photographie, le papier au sens large, quoi. Ça peut être des écorces d'arbres, qui est une forme de papier, puisque l'arbre devient papier des fois, ou d'autres, ou ça peut être des impressions sur plein de choses, mais la forme physique est tangible. Après, Thierry développait aussi une autre idée qui était aussi d'image purement numérique. Voilà, et donc le livre, il y a un entretien, on ne va pas le résumer complètement ici. On peut peut-être poser déjà une question à Héloïse. Est-ce que la matérialité en photographie, c'est un thème qui est survenu rapidement quand tu as pris tes fonctions à la BNF? Est-ce que c'est venu avant? Est-ce que c'est sous ton impulsion que cette thématique a émergé? Enfin, le travail de conservateur est un travail de passeur. Donc, de génération en génération, on se succède et on veille sur une collection. J'ai eu la chance d'hériter d'une partie de cette collection au département des estampes et de la photographie, qui est le pan contemporain. Et comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, cette photographie contemporaine à la BNF, elle naît sous le regard de Jean-Claude Lemagny, qui a été, au-delà même de la BNF, un des premiers historiens critiques aussi de cette photographie contemporaine. Il accueillait, recevait les jeunes photographes de l'époque, et il a toujours eu un attrait très fort pour la question de la matérialité de l'image photographique, avec une corollaire aussi qui était souvent... qui, je sais, est très cher à Thierry Biguignon dans sa galerie, qui est la question de l'abstraction aussi. Et donc, Jean-Claude a poussé beaucoup cette question de la matérialité, pas simplement dans la représentation et dans l'iconographie, mais aussi dans la façon dont les photographes s'appropriaient un procédé, caractérisait aussi l'œuvre photographique par une alliance pertinente du fond et de la forme. C'est ce qu'il a développé avec un regard sans frontières, puisqu'il a soutenu les photographes travaillant en France, mais au-delà aussi aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud, donc, et partout en Europe. Donc on a aussi cette variété-là qui est importante. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est aussi en lisant les textes de Jean-Claude Lemagny sur cette question de la matière, et notamment une exposition manifeste qu'il avait réalisée en 1994 qui s'appelle « La matière, l'ombre, la fiction ». Cette idée qu'il y avait entre 1994 et les années 2010, finalement, eu un moment où ce que l'on voyait le plus, c'était une photographie héritière, ou en tout cas rebattant les codes de la photographie documentaire, du photojournalisme, et qu'à partir des années 2010, un faisceau d'expositions, de pratiques artistiques, de foires, de salons comme Approche ou autres, la Biennale de l'image tangible, l'exposition Light Matter Process au Getty, qu'est-ce que la photographie au Centre Pompidou, tout cela constituait un faisceau où on s'interrogeait finalement, où les artistes photographes s'interrogeaient sur la matérialité et venaient un peu contrebalancer cette veine documentaire qui était très forte jusqu'alors. Donc voilà un peu comment s'est construit un peu l'histoire de la genèse de cette exposition, partant d'un héritage et prenant acte aussi d'une vivacité de ces questionnements dans la création actuelle. Si on peut considérer, comme tu viens de l'esquisser, que à partir, disons, des années 2010, il y a une sorte de tournant, il y a une évolution dans les pratiques photographiques. Est-ce qu'on peut, comme le disait Jean-Christophe, corréler cela à l'avènement du numérique? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet?
Alors oui, on en a parlé avec Jean-Christophe dans l'entretien, c'est-à-dire que toi, tu analyses la question du numérique comme un ouvroir potentiel, de potentialité du papier, de recherche sur les procédés d'impression, ce qui est vrai. Voilà. Mais il y a aussi eu, de façon non nostalgique ou non réactionnaire, il y a eu aussi un souhait chez une jeune génération, dont certains photographes ici présents aussi, je reconnais les visages, font partie de cette volonté de retrouver une forme de savoir-faire plus héritier aussi des pratiques analogiques. Et donc, avec cette idée que le numérique et la fluidité de l'image transfuge qu'on associe au numérique, sa pseudo-immatérialité, puisque bien évidemment, le numérique a une matérialité et qui aussi se reconfigure avec l'écran d'ordinateur, du téléphone portable, les serveurs, et pose des questions aussi technologique ou d'obsolescence technologique. Il y avait eu un mouvement aussi de photographes qui avaient envie de se redécouvrir le plaisir de travailler avec des procédés pigmentaires, avec l'argentique, de remettre une chambre noire dans sa salle de bain. Tout cela participe aussi de cette analyse de la matérialité. Autre question qui m'intéresse et qui nous a occupés pendant certains des échanges qu'on a pu avoir, c'est est-ce qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, corréler là aussi cette matérialité avec des forces de marché, pour reprendre ce terme anglo-saxon, market forces, qui voudraient qu'on tende vers la pièce unique. Et est-ce qu'il y a un lien entre ces deux ? Moi, j'y vois un lien, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, du point de vue de la conservatrice que tu es ? Je pense qu'en tant qu'effectivement galeriste, tu as sans doute une meilleure perception de ce questionnement. Moi, je pense que l'analyse est aussi différente, c'est-à-dire que la question de la pièce unique, elle se pose aussi dès les années 80, donc dès là où Jean-Claude Lemanny commence aussi à être actif, avec un revival, une revisite de techniques anciennes que beaucoup de photographes contemporains d'alors vont s'approprier. Je pense par exemple au daguerréotype de Patrick Bailly-Maître-Grand, à Martin Becca qui va réaliser des calotypes. Et donc, mais chez eux, c'est pas tant la question de la pièce unique qui prime, c'est d'abord redécouvrir la forme de frisson expérimental des pionniers et de fait s'inscrire dans une histoire de la photographie qui légitimera non pas tant sur le marché que même vis-à-vis des institutions patrimoniales, la place de la photographie. Puisque la place de la photographie en France, elle est finalement, c'est une conquête assez tardive. C'est-à-dire que les rencontres d'Arles, c'est 69, les grandes collections de photographie, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, les créations de collections, elles se sont faites au moment de l'ouverture de ces musées-là. Et elles étaient assez clairsemées, éparpillées. À part la BNF qui a cette profondeur historique, si j'ose dire, c'était à l'époque, la photographie était un peu un champ encore à explorer et en termes de conservation aussi à redécouvrir. Donc il y a cette idée aussi pour les photographes d'inscrire dans un héritage historique la photographie et dans un champ des beaux-arts, ce que permet plus aisément la pièce unique. En tout cas, la photographie qui inclut, si pièce unique il n'y a pas, mais qui inclut l'idée d'un tirage façonné aussi par la main du photographe. Le numérique est arrivé, ça crée un moment un peu paradoxal. Ça a correspondu un peu, mais par hasard ou pas par hasard, ça, les historiens le diront, mais au moment où le marché de l'art s'est envolé aussi, en fait, le tirage est beaucoup plus reproductible à l'identique avec le numérique qu'en argentique. Tous ceux qui ont fait du tirage argentique savent que chaque tirage était quand même une interprétation manuelle et qu'en numérique, une fois qu'on a un fichier et qu'on l'imprime, on peut être relativement standardisé. Donc je pense que, en tout cas, moi je fais partie, c'est pour ça que aussi l'outil me paraît important, c'est pour ça que je parle un peu de ça. Et je me suis basé aussi sur un philosophe que peut-être certains maintenant qui est un peu redécouvert, qui s'appelle Wilhelm Flusser, et qui parle de jouer effectivement, de jouer contre le programme de la machine et le numérique. Jouer contre les appareils. Jouer contre les appareils. Est-ce qu'on joue avec? Est-ce qu'on joue contre? Et déprogrammer la boîte noire. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé face à des outils qui étaient de plus en plus technologiques aussi quand même. Et donc pour ça, ce retour aussi à l'argentique, c'était aussi des photographes qui n'avaient pas envie de rentrer dans ce processus très
informatique, électronique. Et donc, il y a aussi cette idée, et moi, le livre est tout à fait fait là-dedans, c'est-à-dire de faire dérailler l'appareil photo, quoi, pour voir ce que ça donne, parce que plus l'appareil est complexe, plus l'appareil est électronique, plus on veut nous vendre des appareils qui ne font pas de fautes, qui ne font pas d'erreurs, et plus. Donc, je pense que le rôle de l'artiste, ou du moins de celui qui a envie de s'exprimer, c'est de ne pas rentrer dans ces cases-là et de le faire dérailler. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je me suis amusé à faire des tirages argentiques, puis les passer dans l'imprimante en superposant. Si la couverture est faite comme ça, je superpose des couleurs que j'ai scannées à partir de plaques de mon arrière-grand-père de 1905. Donc, c'est un tirage de 1990 en argentique, qui est ensuite passé dans une imprimante en 2022, et avec des couleurs qui sont faites en numérique à travers des plaques de 1905. Donc, en fait, c'est un jeu aussi, mais c'est aussi une façon un peu de détourner le processus, qui est de rentrer sur des couleurs très calibrées, sur des espaces couleurs, ou de garder les bouts d'essai déchirés et de voir que finalement leur qualité esthétique est peut-être meilleure que la photo elle-même, ou en tout cas qu'elles ont une certaine fragilité, la fragilité de la photo, on en parle rarement, et c'est vrai qu'on nous parle de façon de se conserver et tout ça. Moi, j'aime bien les photos qui vieillissent aussi, quoi. Il y a quelque chose de... Voilà. Et donc, il y avait aussi un peu cette idée-là, et je pense que ce sentiment est un peu partagé aussi, parce que le numérique a fait apparaître une photo de plus en plus parfaite d'une certaine façon, donc il y a eu une réaction peut-être que aussi... C'est quelque chose que tu déjoues aussi un peu dans ces images-là, voilà, avec la question de l'encre, du papier. Voilà, en mettant la feuille pas du bon côté, du côté où ça ne peut pas imprimer, donc l'encre ne sèche pas, elle se dilue, elle colle, voilà, et ça recrée une autre image. J'essaie chaque fois de partir des... En fait, moi, l'idée, c'est une relecture de mes photos classiques à travers ces procédés. Donc, à chaque fois, ceux qui connaissent mes travaux voient la photo là-dedans, et ils se disent « Ah oui, celle-là, je la connais déjà, mais elle n'est pas comme ça ». Donc, il y a un petit jeu aussi de ça, mais c'est aussi pour rappeler que entre guillemets, la chimie, l'encre, tout ça est agissante, et que c'est à nous de nous en... Enfin, comme les plasticiens, quoi. Si la photographie est plasticienne, c'est bien dans cette dimension-là, de cette plasticité, quoi. Alors, je sais que le terme de photographie plasticienne, on en parle dedans, n'est pas ton terme préféré. Non, je préfère définir, en tout cas la galerie, je préfère définir la galerie non pas déjà comme une galerie de photographie, parce que je trouve ça en quelque sorte un peu réducteur. C'est-à-dire que même si la photographie constitue le noyau dur de la galerie, je pense, et peut-être à tort, hein, d'ailleurs on ne le sait jamais totalement, mais je pense que lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, qu'est-ce que fait ta galerie? Et si je réponds c'est une galerie de photographie, je pense que l'image qui vient instantanément dans l'esprit des gens, néophytes ou connaisseurs, c'est Cartier-Bresson. C'est un peu une sorte de référence ou de référent absolu, photographie égale Cartier-Bresson. Et alors que j'adore Cartier-Bresson pour tout un tas de raisons, je pense que ceux qui connaissent la galerie savent qu'on est assez éloigné quand même de Cartier-Bresson dans ce qu'on propose, dans ce qu'on essaie de défendre et de promouvoir. Et donc, il a fallu trouver un terme plus adéquat. Et la photographie plasticienne, qui est un terme qui existe depuis très longtemps et qui est usité, employé par de nombreuses galeries, institutions depuis fort longtemps, a, à mon avis, deux écueils, deux problèmes. Le premier, c'est que c'est un terme excessivement français et francophone. Aller traduire photographie plasticienne à l'étranger, ça va être très compliqué. Et comme j'espère amener cette galerie au-delà même du périphérique parisien, il m'a semblé important de ne pas utiliser un terme qui réduit comme ça le champ. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un terme qui est un peu flou, qui est un peu vague, qui est à la fois intellectuel, un peu abstrait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et il m'a semblé qu'on pouvait trouver mieux, ou en tout cas différemment, pour décrire ce que font les artistes finalement que je représente ici. Et le terme qui m'a semblé le plus juste, c'est art contemporain photosensible. Et quand je dis ça, je finis toujours en disant photosensible, donc sensible à la photographie, mais plus largement sensible à la lumière, puisque je pense que la lumière est au cœur à la fois de la photographie, mais au cœur de la galerie. Et chaque terme, art contemporain photosensible, a son importance. Ce ne sont pas des mots valises, ce ne sont pas des mots gadgets, c'est vraiment essayer de positionner ce que nous faisons, et à travers ce que nous faisons, une partie de la photographie qu'on représente, dans le champ de l'art contemporain, tout en gardant cette spécificité qu'est la photographie, ou la photosensibilité. Parce que je crois vraiment, moi, qu'il y a une vraie spécificité à la photographie. C'est d'ailleurs l'une des raisons, je crois, pour laquelle Paris Photo existe à côté d'un Paris Plus, Art Basel, et que cette nomenclature est également reproduite à l'étranger. Et donc,
c'est quelque chose qui est assez évident, je crois, que la photographie est un champ de l'art un peu particulier, qui a sa propre histoire, ses propres codes et ses pratiques et sa singularité à tout un tas de niveaux. Pour autant, je pense que plus on avance dans cette histoire de la photographie, plus un pan de cette photographie, pas l'intégralité, mais en tout cas un pan de cette photographie, vient flirter avec le champ de l'art contemporain de manière plus large. Et la matérialité qu'on évoque aujourd'hui est un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui vient à concourir, qui concourt à ce que la photographie, qui contribue à ce que la photographie puisse s'intégrer dans le champ de l'art contemporain sans complexe. Et j'insiste sur le fait sans complexe, parce qu'il y a toujours cette idée un peu de... Parce qu'il y a une singularité du marché de la photographie ou de la pratique de la photographie, il y a une forme de complexe d'un certain nombre de photographes, je crois, ou d'acteurs de la photographie, du marché, à se dire oui, mais nous ne sommes pas dans l'art contemporain, et puis l'art contemporain regarde avec une forme de condescendance la photographie. Donc il y a des frontières assez étanches qui me semblent assez malsaines, pour tout vous dire. Et moi, j'essaye, à travers les expositions qu'on fait ici, les artistes qu'on représente, de rapprocher un peu ces deux mondes, tout en conservant et tout en mettant en valeur les singularités de ces deux mondes. Voilà pourquoi ces termes art contemporain, photosensible, et voilà pourquoi je préfère ne pas utiliser photographie plasticienne. Jean-Claude Lemagny, en son temps, parlait de la photographie créative, qui était même avant la photographie plasticienne, qu'on doit quand même à Dominique Baquet, donc qui est une façon aussi de dater aussi une histoire de la photographie. Et la photographie créative avait en tout cas un spectre peut-être plus large, puisque un photographe pouvait être autant, participer autant à la photographie créative qu'un artiste photographe. Voilà. Et puis, moi, je pense qu'à la BNF ou même ailleurs, dans beaucoup d'institutions, on est de plus en plus prudent sur ces terminologies qui enferment au lieu d'ouvrir aussi les pratiques. Après, je trouve que la terminologie de photosensible est très, effectivement, sied très bien à ta galerie. Mais en fait, c'est un sujet qui est intéressant au-delà de la définition d'une galerie ou d'une exposition ou d'un type de livre ou d'un type de travail. C'est intéressant parce que, je vais rebondir sur l'exposition épreuve de la matière. Il y a un papier, je crois, dans un journal qui a été publié récemment. Je crois que c'était dans un article ou dans un post Instagram, ce qui probablement de nos jours à peu près le même poids, disait, en parlant de l'épreuve de la matière, un courant est né. Évidemment, ça m'a intéressé parce que, d'abord parce que la galerie est largement représentée dans l'exposition. Donc si ce courant est né, c'est clair qu'on est l'une des locomotives, en tout cas l'un des représentants de ce courant. Donc je trouve ça intéressant que des gens se posent la question. C'est une question que moi je me pose depuis très longtemps. Donc je suis content qu'enfin un certain nombre de commentateurs, d'observateurs du marché et de la photographie, à un moment donné, se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau courant, est-ce qu'il n'y a pas un courant qui est en train de naître? Et puis une fois qu'on a dit ça, il faut nommer ce courant. Et alors comment on le nomme? Est-ce qu'on a souvent parlé de post-photographie, qui était l'un des termes que tu employais à une certaine époque, je crois, ou que tu emploies toujours, je ne sais pas? Oui, enfin, les définitions, c'est toujours compliqué. Après, c'est vrai qu'on est des fois obligé d'expliquer aussi aux autres un peu où ce qu'on fait, ou ce qu'on va voir. Donc, on est obligé de mettre des mots. Et c'est vrai que le mot plasticien faisait un peu peur. Donc, moi, j'ai plutôt eu tendance à l'utiliser pour dire que plein de photographes que je mettais dans les plasticiens, qui n'étaient pas forcément. Un des premiers plasticiens, par exemple, c'était Denis Briat, pour moi, qui était vraiment un pur plasticien, alors qu'on pensait toujours à des grands formats ou à une photographie que moi, me semble beaucoup moins plasticienne souvent. Donc après, c'est vrai qu'on a chacun un peu ses définitions. On bute toujours là-dessus. Moi, le livre, je ne voulais pas tellement rentrer dans les définitions, mais plus essayer de raconter qu'il y avait aussi quand même une culture de la photo. Et je pense que c'est ce que montre cette expo. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est quand même de la photo. C'est-à-dire que voilà, on a un département de la photo, on a encore, comme tu disais, Paris Photo. Parce que s'il n'y a plus de limites, moi, c'est pas que je veux des limites, mais à ce moment-là, pourquoi Paris Photo? Pourquoi les rencontres photo d'Arles? À ce moment-là, on peut mettre si on met partout de la vidéo, de la peinture et tout ça, moi, ça me dérange pas, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'est plus... C'est pourquoi il faut encore utiliser ces termes-là, quoi. Donc la question, c'était un peu, est-ce qu'on va encore utiliser le terme photo? Je reviens encore à l'appareil photo, parce que c'est vrai que pour moi, les deux sont liés, en fait. Je crois que la photo est un art mécanique et que les appareils photo filment aussi maintenant, enregistrent du son. Donc c'est ça aussi qui fait que ce mélange. Après, moi, je fais plutôt partie des gens qui pensent qu'il y a une culture photo un peu spécifique, qu'elle s'étend un peu plus jusqu'au Thierry représentant presque la limite ultime. D'une certaine façon, c'est juste que, pour l'instant en tout cas, mais après, je pense qu'on reste quand même dans une culture photo. On a
quand on discute, on a une culture photo, et plus, voilà, même si on peut être influencé Parce que par même le cinéma. quand la photographie va s'hybrider, comme chez Morvaride, avec le dessin ou avec la sculpture, où il y a cette dimension aussi d'une photographie qui sort de son cadre pour s'emparer de l'espace d'exposition différemment, ça reste de la photographie. C'est la lumière, ce que tu disais, quoi. Il y a quelque chose de différent. Voilà. Après, chacun, entre guillemets, se l'approprie à sa façon. Moi, je propose une approche qui est basée sur ma culture aussi. Moi, je suis issu de la photographie. Mon jeu, c'était un peu d'hybrider en restant dans la photographie. Donc, il y avait cette idée de mélanger tout en restant dans du pur matériel photographique, parce que je trouve qu'on a un champ entre la chimie, l'encre et tout ça, et d'essayer de voir comment on pouvait réunir tout ça sans faire intervenir, je sais pas, le dessin, parce que je ne sais pas dessiner, la peinture ou la feuille d'or ou des collages, d'essayer de rester sur... et de raconter un peu le processus de la photo, mais c'est que mon point de vue. Chacun essaye de trouver son identité. Vous avez tous les deux mentionné Morvaride, Morvaride K, qui est l'artiste qui a fait les œuvres qui sont autour de vous. Donc j'en profite pour dire un mot, parce que je crois que c'est un bon exemple de matérialité. C'est un bon exemple du sujet qui nous occupe ce soir. Et peut-être la meilleure façon non pas de présenter l'exposition, et je pourrais vous faire une présentation de l'exposition après cette discussion avec grand plaisir, mais pour parler plus précisément ou plus largement du travail de Morvaride. Il y a une façon assez simple qu'on a de définir, qu'elle a elle-même, je crois d'ailleurs, de définir son travail, quelles que soient les séries d'ailleurs, cette série, mais toutes les autres qui ont précédé celle-ci, c'est de dire que ces images naissent toujours deux fois. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant et qui rejoint cette idée de la matérialité. Elle raconte que ces images naissent deux fois parce que une première fois, lorsqu'elle fait une prise de vue, et que cette prise de vue va déboucher sur un tirage, et donc là, c'est la naissance classique, photographique classique. On fait une prise de vue, cette image, elle est dans un boîtier, qu'il soit numérique ou argentique, et ensuite, elle se matérialise sur du papier, à un moment donné ou à un autre, que ce soit de la couleur ou du noir et blanc. Et puis ensuite, elle, dans son processus de travail, elle a toujours cœur à donner une seconde naissance à cette image en travaillant la matière même de ces tirages. Alors parfois, elle va les froisser, parfois elle va les recouvrir d'encre, comme c'est le cas une partie ici, parfois elle va les déchirer, parfois elle va même les brûler. En l'occurrence ici, elle les a, pour partie des tirages, elle a brûlé les contours, puis ensuite recollé, réassemblé. Tout ça, évidemment, est fait à dessin. Tout ça est fait par rapport à un contexte des séries qui l'occupent. Mais à chaque fois, elle a dans une de ces séries, elle a fait porter un tirage sur le corps d'une amie qui est une danseuse, une chorégraphe japonaise. C'est tout un travail notamment sur ces techniques japonaises. Et en l'occurrence, cette amie en question, cette danseuse en question, il y a 30 tirages dans la série, et chaque jour, elle a porté un tirage à même son corps toute la journée. Et donc, elle a laissé l'empreinte de son corps, de ses habitudes, de la façon dont elle a bougé toute une journée durant. Elle a laissé cette empreinte du corps sur le tirage. Donc à chaque fois, les tirages sont modelés, déstructurés, triturés. Et en fait, en ce faisant, elle change complètement la matérialité de ce tirage. Évidemment, elle leur donne une seconde vie et elle change complètement la matérialité. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi une autre façon de s'approprier la photographie, de l'emmener ailleurs. Et j'ai l'habitude aussi de décrire, non pas la galerie, mais les artistes que je représente, comme étant des artistes qui souvent, le terme que j'utilise souvent, c'est de dire ce sont des artistes qui poussent le médium dans ses retranchements, qui amènent le médium photographique ailleurs. Et quand je dis ça, c'est de dire qu'il y a un cheminement naturel, qui est la prise de vue pour un photographe, bien sûr, qui est la prise de vue, et cette prise de vue, comme je disais, de cette prise de vue, découle un tirage. Et puis, ensuite, il y a des artistes qui se disent « mais comment je peux amener ce tirage ailleurs ?» Et certains le font en post-tirage, en post-production, et d'autres vont le faire avant, d'autres vont le faire pendant. Mais on voit qu'il y a beaucoup de façons de traiter la matérialité des images. Un autre artiste qu'on n'a pas mentionné, mais que je me permets de mentionner, qui est Thomas Paquet, que certains d'entre vous probablement connaissent, et qui est dans l'exposition, bien sûr, Épreuve de la matière. De toute façon, tous les bons artistes y sont, donc c'est assez facile. Et Thomas Paquet, lui, moi, j'ai tendance à dire que Thomas Paquet va au cœur de la matière. C'est-à-dire que tout son travail tourne autour de cette idée d'essayer de savoir quels sont les fondamentaux de la photographie. Là, je ne parle pas de la prise de vue et je ne parle pas du tirage.
mais les fondamentaux de ce qu'est la photographie en tant que médium. Et quand on regarde les fondamentaux de la photographie, c'est à peu près 2 ou 3 choses, la lumière, le temps, et on peut peut-être rajouter l'espace. Et c'est de ces fondamentaux-là, ce sont peut-être pas les seuls, hein, mais que naît la photographie. Eh bien, Thomas Paquet, lui, va traiter ces fondamentaux en question. Il va essayer de travailler la lumière, travailler le temps, travailler la question de la lumière et du temps, de la conjugaison de l'un et de l'autre, pour essayer de produire des œuvres qui, très souvent, utilisent des techniques très variées, parfois analogiques, parfois numériques, parfois anténumériques, parfois post-numériques. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de techniques. Il a un champ d'investigation assez énorme, mais il y a cette volonté de travailler les fondamentaux de la photographie, et c'est aussi une autre façon de se jouer de la matérialité. Par rapport à ce que vient de dire Thierry, d'abord la dimension performative, parce que sauvage, matérialité, il y a quand même quelque chose de l'ordre, du rapport au geste qui est très fort. Première partie de ma question. Et la deuxième, la place peut-être de l'archive aussi. Tu évoquais les archives de ton arrière-grand-père. Mais il y a aussi beaucoup d'images dans ce livre qui sont des images de l'autre Jean-Christophe Béchet, si j'ose dire, celui qui est aussi dans l'exposition noir et blanc à la BNF, puisque tu es dans les 2 expositions, qui fait du noir et blanc, de la photographie couleur, qui est un amateur de la street photographie. Comment finalement s'articule aussi autour de cette dimension de l'archive ton travail? Disons que souvent, on n'a pas trop fait la différence, et bon, peut-être qu'il ne faut pas la faire, je ne sais pas, mais moi je l'ai faite personnellement, entre les photographes qui tiraient leur-même les photos ou pas. C'était plutôt ça pour moi la vraie différence. Il y en a que je respecte complètement, certains qui n'ont jamais voulu tirer. Et Bresson en est un bon exemple, même si j'ai bien connu Willy Ronis aussi, qui n'aimait pas du tout ça, qui avait dû en faire. Il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est vrai que ceux qui travaillaient eux-mêmes le tirage, et moi dès le début, j'ai travaillé le tirage en argentique, etc. Donc ce côté aussi manuel m'a toujours... Pour moi, donc, les photos, c'était des photos du réel, des photos de street photo, puisque c'est ma culture photo. Mais dans les tirages, il y avait toujours cette idée aussi de pousser le tirage, de choisir le papier. On était en argentique avec des papiers ton chaud, ton froid, des chlorobromures. Il y avait une chimie. Alors, j'aimais pas trop le fétichisme technique, mais j'aimais bien aller chercher, faire des essais. Des fois, je me suis beaucoup trompé. Puis, par exemple, la repique aussi, j'étais vraiment très mauvais en repique. Donc, il y avait plein de traces de pinceau et de tout ça. Et puis après, j'ai vu une fois une expo comme ça avec des photos de Bill Brandt retouchées au marqueur noir et que j'ai trouvé magnifique parce que du coup, ça se voyait vraiment et j'ai trouvé que du coup, on voyait le geste. Je me suis dit, là, Bill Brandt est intervenu. C'est pas un bon technicien dans le labo qui a bien su faire la repique. Il avait mis un gros point de marqueur noir, en plus qui était devenu un peu violet. Voilà. Et donc, je me suis dit, le tirage était trop cher pour mes moyens, mais j'avais plus envie d'acheter ça. Et j'ai déjà eu ces discussions, par exemple, avec Willy Ronis, qui lui ne comprenait pas qu'on préfère un vieux tirage plutôt qu'un tirage moderne avec les papiers multigrades qui pouvaient tout restituer. Il y a une photo qu'il n'avait pas pu sortir de sa vie, qui était Rose Zellner, la syndicaliste, parce qu'il n'y avait pas de papier multigrade. Et moi, je trouvais qu'il y avait un vieux tirage vraiment magnifique. Et lui disait, mais non, celui-là est beaucoup mieux. Enfin, voilà. Et donc, il y a ce rapport toujours un peu à ça. Et moi, du coup, c'est vrai que je suis nourri de ça. Et je suis nourri du tirage. Et quand le numérique est arrivé, je me suis aperçu que ça ouvrait tout un champ d'expérimentation, d'impression, puisqu'on parle plus d'impression, qui est un mot aussi ambigu. Voilà. Et donc, c'est vrai. Et l'archive, elle est pour moi aussi que la photographie, ça se joue sur le... tout à l'heure, tu l'as dit, il y a le temps. Et que c'est vrai qu'on monte souvent des œuvres longtemps après. Donc, on va revisiter ces œuvres. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de photographes qui revisitent leurs œuvres. Mais c'est inhérent à la photographie. On est sur une œuvre, sur un travail sur la mémoire en permanence, je pense. Toute photo, a priori, après, on peut peut-être maintenant, je ne sais plus ce qu'on peut dire, mais quand même, a priori, montre le passé. On n'a pas encore fait tellement de photos du futur. Alors, peut-être qu'on va y arriver avec des choses, j'en sais rien, mais pour l'instant, globalement, tout ce que vous voyez, ça a été fait avant. Donc, on peut tourner autour du pot, même les inventions les plus... Peut-être en direct, c'est la télé, on va dire, en direct, mais la photographie est toujours un art du passé, un art qui traite avec le passé et qui fait revivre le passé. Et l'idée, c'est aussi que le passé peut être autre chose que juste une documentation informative, mais quelque chose qui est une source de recréation. Donc c'est peut-être là-dedans que je me situe, mais comme beaucoup d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée aussi de trouver... Moi, ça m'a beaucoup plu de trouver les plaques de mon arrière-grand-père et de voir comment ça crée des couleurs, qui sont un peu maintenant mes couleurs que je réadapte. Voilà, parce qu'il y a aussi quelque chose de la transmission, il y a quelque chose de la filiation, il y a quelque chose... Et moi, je pense dans la photographie, on est tous un peu... Voilà, il y a des photographes qui m'ont marqué et j'ai envie d'être dans la continuité. Je pense qu'il y a un point aussi important dans ce que tu viens de dire, qui est de dire qu'on pourrait avoir l'impression, lorsqu'on parle de matérialité, on
on pourrait avoir deux impressions qui sont fausses. La première, c'est de penser que c'est un phénomène assez nouveau, ce qui est très loin d'être le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on pourrait tenter de penser que les artistes contemporains, disons, qui travaillent la matérialité, sont différents de ceux qui font la photographie dite plus classique et qui font des tirages. Et j'en veux pour preuve, pour moi, en tout cas de ceux que je connais, le meilleur exemple pour moi, c'est Renato D'Agostino. Évidemment, je parle d'un artiste que je représente, mais ceux qui le connaissent comprendront ce que je veux dire, qui est on ne peut plus classique dans la façon qu'il a de travailler. C'est quelqu'un qui fait une prise de vue en noir et blanc sur pellicule et qui ensuite va tirer lui-même dans son labo. Voilà, et ça s'arrête là. On ne peut pas faire plus classique. Pour autant, je crois qu'on peut l'affirmer avec beaucoup de force que ces tirages sont une grande matérialité émane de ces tirages et une grande beauté par ailleurs. Mais enfin, ça c'est subjectif. Mais il y a un modelé. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de choses quand on voit un tirage de Renato et ensuite ou à côté, quand on a la chance de le voir travailler, on s'aperçoit qu'il travaille vraiment une matière. Il y a quelques semaines, quelques mois, on a fait dans la réserve ici, qu'on a transformé un peu en chambre noire, et on a fait une démonstration. Parce que ça vaut le coup de le voir travailler, de le voir tirer ses photos. Et il a dit une phrase qui m'a interpellé, mais qui montre bien que la matérialité, elle est y compris pendant la production. Il avait ses mains sous l'agrandisseur, donc qui projette une lumière à travers une pellicule, pour ceux qui ne savent pas. Et lorsqu'on met sa main sous cet agrandisseur, sous cette lumière, on ne sent absolument rien. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, vous pouvez laisser la main longtemps, vous pouvez laisser le projecteur allumé longtemps en pensant que la chaleur va sortir de l'agrandisseur. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune sensation, de mon point de vue en tout cas. Eh bien lui, il affirmait avec force qu'il sentait le poids de la lumière, c'est le terme qu'il a utilisé, le poids de la lumière, et qu'il essayait à travers des gestes de ses mains de modeler cette matière lumineuse qui sortait de cet agrandisseur. J'ai trouvé ça d'une beauté absolue. Et ça montre bien que la matérialité ne se contente pas simplement d'un travail sur le tirage, comme vous le voyez ici, mais qu'elle est également présente dans une facture très classique de la photographie, prise de vue tirage. Merci à vous. Merci. La photo à travers le RGB. Et maintenant, en numérique, on est encore sur les mêmes bases. C'est ça assez de voir qu'on aurait pu penser que le principe découvert en 1860 n'a rien à voir avec la bâtisse de Baguère en 2000. Et en fait, c'est les mêmes bases de photos. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Oui. Oui.